Bonjour à tous, donc je suis Émilie Journiac, responsable des activités emploi et conseil RH donc à l'UDIMEC. L'UDIMEC, donc nous sommes une chambre syndicale territoriale, donc un regroupement d'employeurs industriels en Isère. Je passe la parole donc à Pascale Comtois. Alors je suis Pascale Comtois, donc de l'APEC en charge des relations entreprises. Pour faire du conseil RH et notamment aujourd'hui sur la sécurisation des offres d'emploi pour faire en sorte que les entreprises puissent trouver les compétences dont elles ont besoin. Donc aujourd'hui, on va vous présenter à deux voix qui sont un petit diaporama qui montre un peu tout ce qui peut participer aux facteurs de transformation des métiers. Donc aujourd'hui, on a évidemment des nouveaux enjeux sociétaux, technologiques, réglementaires qui induisent des nouvelles compétences pour les entreprises et aussi pour les cadres, puisque nous sommes spécialisés pour les cadres. Donc, dans un premier temps, on a identifié, à travers nos études, 6 facteurs de transformation des métiers. Alors, il y en a 2 qui vraiment renvoient à la répartition des emplois cadres, que sont la métropolisation et la mondialisation. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'on a 60% des cadres qui sont concentrés dans 17 zones d'emploi. Ce que c'est qu'une zone d'emploi aujourd'hui, la définition de l'INSEE, c'est un espace géographique dans lequel vivent et travaillent la plupart des actifs. Et surtout, c'est un endroit où la plupart des établissements peuvent trouver l'essentiel de la main-d'œuvre dont elles ont besoin. La mondialisation, aujourd'hui, effectivement, on sait que ça ne concerne plus que les entreprises internationales, mais bien évidemment les PME et que les cadres, enfin les salariés qui doivent travailler donc dans ces entreprises, dans ces PME, doivent être capables de travailler dans des environnements multiculturels et de pouvoir travailler en mode vraiment collaboratif. Le numérique, la digitalisation, donc bien évidemment tous les secteurs et métiers sont concernés et notamment ça concerne tout ce qui est impression 3D, l'internet des objets connectés, la virtualisation, la transition énergétique, donc on sait qu'il y a au moins une trentaine de filières qui sont impactées, donc ça nécessite aussi de transformer nos manières de consommer, nos manières de produire, donc avec toutes les énergies vertes, la réglementation, donc là c'est sous l'impulsion des événements, de la pression d'événements comme par exemple ASEF, où aujourd'hui on a de plus en plus de réglementaires et donc ça nécessite effectivement que les cadres qui vont travailler aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, puissent comprendre ce que le réglementaire a d'important dans les métiers, dans les fonctions qu'ils vont avoir. Et puis bien évidemment l'innovation, puisque aujourd'hui les entreprises investissent et doivent avoir des emplois de plus en plus qualifiés. Voilà. Donc là, vous avez d'un côté sur cette diapositive ce que je vous ai dit précédemment, et puis bien évidemment ça se concrétise à travers mon image de droite où vous avez les 6 groupes de compétences transverses autour des compétences techniques cœur de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander au cadre d'avoir effectivement une expertise des compétences techniques, mais on va lui demander de plus en plus de maîtriser à minima un certain nombre de compétences transverses. Alors au départ, c'est pas utile de toutes les maîtriser, mais de plus en plus, elles vont être essentielles à l'évolution professionnelle. Vous voyez à l'écran donc aujourd'hui une maison des compétences. C'est quoi une maison des compétences? C'est la nouvelle représentation qu'on peut se faire aujourd'hui des métiers. Donc là, on a le métier ingénieur méthode. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en effet, vous avez des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais on voit qu'aujourd'hui, les métiers sont également enrichis, nécessitent des nouvelles compétences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métiers se sont en effet transformés. Vous avez en orange toutes les savoir-faire, les compétences dont on avait besoin jusqu'alors. Et on voit aujourd'hui apparaître, donc là c'est tout ce que vous avez en vert, des nouveautés, des nouvelles compétences qui sont indispensables aujourd'hui et dont les entreprises ont besoin pour se développer et pour assurer leur pérennité. Vous voyez notamment tout ce qui est savoir-faire fondamentaux liés aux spécialités. Donc sur le métier d'ingénieur méthode, tout ce qui est relations produits, matériaux, procédés, tout ça c'est nouveau.
Sur les savoirs cœur de métier, vous avez aussi des nouveautés, hein, dû bien sûr à l'avènement du Big Data avec le pilotage de la donnée. Ça, c'est des choses nouvelles, des compétences dont on a besoin. Les savoirs de veille. Voilà, aujourd'hui, il faut être toujours plus à même de voir vers quoi est-ce qu'on s'oriente, comment s'adapter à la nouvelle réglementation. Donc tout ça, c'est vraiment des compétences nouvelles qui sont indispensables. On parle également aussi de la conduite du changement, tout ce qui est écosystème de l'innovation, connaissances sectorielles. Sur les savoir-faire complémentaires aussi, on voit que les compétences se sont enrichies avec des nouvelles compétences recherchées comme l'intelligence économique, l'intrapreneuriat, qui sont également aussi des compétences nouvelles et recherchées aujourd'hui. Sur les savoir-être aussi, on se rend compte que, bien sûr, que la connaissance de l'environnement professionnel, savoir fonctionner dans les entreprises, en connaître les codes, c'est essentiel. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les capacités d'auto-apprentissage, elles sont importantes. Il y a beaucoup de nouveautés, il faut être à l'affût, mais il faut aussi savoir les intégrer, se les approprier. Et tout ce qui est bien entendu du domaine de la transmission, on travaille beaucoup plus aujourd'hui en mode collaboratif, en mode agile, et on recherche également aussi des entreprises, des salariés en tout cas, qui puissent également aussi s'adapter. Donc, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a étudié vraiment les métiers à travers les offres d'emploi. Et aujourd'hui, à l'APEC, on dit que finalement, des nouveaux métiers, il y en a très peu. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que ça ne va pas aller en explosion, mais aujourd'hui, on a surtout dans les offres d'emploi des nouvelles compétences que les cadres doivent acquérir. Et donc, par exemple, ici, on a le top 5 des compétences transversales qui sont demandées dans les offres d'emploi pour 6 domaines étudiés de l'industrie et de la construction du futur. Donc, vous avez des études sur l'entreprise du futur qui sont particulièrement intéressantes. Et là, vous avez donc, alors je ne sais pas si ça vous parle, le BIM, le Big Data. Alors, le Big Data sans doute, le BIM, donc ça, c'est effectivement, c'est la maquette donc numérique, donc c'est dans le bâtiment. L'IoT, c'est l'Internet des objets connectés. La fabrication additive, bien évidemment, tout ce qui est 3D et la performance énergétique. Et puis le PLM, donc qui est donc la gestion du cycle de vie d'un produit. Ce que l'on voit aussi, c'est que finalement, la compétence transversale la plus citée dans les offres d'emploi, c'est la maîtrise d'une langue étrangère. Et ça ramène effectivement avec la mondialisation, bien évidemment. Voilà. Et là, vous avez effectivement, on vous a mis un petit schéma qui montre un petit peu, vous voyez, les métiers en développement. Donc, tous ces métiers qui vont effectivement aller acquérir de nouvelles compétences. Les métiers de niche qui restent encore à la marge. Et puis, tous ces métiers nécessitant de nouvelles compétences, à la fois dans les études et recherches, le marketing commercial. Donc, avec des appellations. Mais quand on regarde finalement au-delà des appellations, vous allez retrouver donc ces fameuses compétences techniques de base, et c'est surtout les compétences complémentaires transverses que vous allez voir apparaître ensuite. Et là, je vous ai mis donc un exemple donc d'un métier qui a évolué. Donc au départ, dans les années 2000, on l'appelait le webmaster. Donc c'était tout au début de la mise en ligne des sites web. Ensuite, dans les années 2006-2010, eh bien, on a le développement donc des sites marchands avec effectivement de nouvelles compétences, puisque on se fragmente. Enfin, ce métier se fragmente avec une partie technique, bien évidemment, et puis aussi une partie éditoriale. Et puis ensuite, l'avènement des réseaux sociaux donc, va faire en sorte faire venir de nouvelles compétences. Et on arrive aujourd'hui avec un métier au départ qui était assez simple, entre guillemets, avec effectivement aujourd'hui de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs que le cadre qui veut occuper ce poste-là va être obligé d'avoir pour pouvoir l'occuper ce poste-là. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'au-delà de l'évolution des compétences, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie évolution du salariat.
Aujourd'hui, bien sûr, l'unité de temps n'est plus la même. On est tous, et les salariés sont hyper connectés. On a un éclatement des sphères vie privée, vie professionnelle. On voit également aussi au niveau des lieux de travail, aujourd'hui les lieux sont beaucoup plus nomades, flexibles. On parle de coworking, de télétravail, d'itinérance professionnelle. Et aujourd'hui, c'est 37% des actifs qui utilisent les outils numériques en dehors du temps de travail. J'en parlais tout à l'heure, ce qu'on observe aussi aujourd'hui dans les entreprises industrielles en Isère et même au-delà, c'est en effet on est plus également aussi sur du collaboratif, plus d'échanges également aussi et une nouvelle volonté d'apprendre via l'expérience. Donc finalement on anticipe quoi? On anticipe dans le futur proche la cohabitation de formes de travail multiples. On ne sera plus sur uniquement un seul modèle. Et finalement, aujourd'hui, on aura d'autres bases du travail qui ne seront plus uniquement celles du salariat à temps plein. Bien sûr, ces nouvelles manières de travailler amènent beaucoup plus d'autonomie, de responsabilité aussi, plus de formation, une vraie solidarité aussi collective qui doit jouer un rôle de premier plan. Autre chose qu'on a pu également aussi observer, c'est finalement également aussi les multicasquettes. Aujourd'hui, on se rend compte également de plus en plus finalement que initialement c'était le conducteur VTC qui se montait à son compte pour ou sortir du RSA ou d'une situation à Pôle emploi. Aujourd'hui, on voit vraiment des personnes qui peuvent être salariées, qui se lancent dans des nouvelles activités en freelance, donc ou en parallèle de leur activité, ou tout simplement qui laissent leur activité salariée de côté pour se lancer. Mais on voit davantage, en tout cas, cette multitude aujourd'hui de modes de travail se lancer. Beaucoup les consultants également aussi, des chefs de projet sur des développements IT aussi. On voit beaucoup se développer ces modes de freelance et bien sûr sur des métiers créatifs aussi. On voit de plus en plus, en tout cas, cette apparition de nouveaux modes de travail. Alors la bonne nouvelle, bien entendu, aujourd'hui, c'est qu'on vous a parlé de l'évolution des compétences, on vous a parlé de l'évolution du salarié, qui sera peut-être pas la seule et unique forme de travail demain, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'homme reste au cœur de l'industrie du futur, bien entendu dans un mode beaucoup plus collaboratif, avec un concept d'usine intégrée. Une relation client-fournisseur aujourd'hui qui est totalement repensée, tournée vers l'innovation, le maintien de la confiance et bien entendu des méthodes de travail harmonisées aussi entre fournisseurs, sous-traitants qui est à noter. Bien entendu, l'idée également aussi de travailler en mode start-up, y compris à l'international. Voilà, en tout cas, on peut dès à présent le percevoir dans nos entreprises. Alors donc, on en arrive aux fameux soft skills, puisque aujourd'hui, dans plus de 90% des offres d'emploi, on voit que les entreprises vont effectivement demander ces fameux soft skills. Et donc, quelque part, aujourd'hui, vous, entreprise, lorsque vous allez interviewer un candidat qui va faire acte de candidature dans vos entreprises, eh bien, il va falloir effectivement lui poser ces fameuses questions qui vont être autour des soft skills. Parce que finalement, s'il doit travailler en mode collaboratif, s'il doit travailler dans du multiculturel, s'il doit travailler en autonomie, s'il doit résoudre des problèmes, eh bien, il faut effectivement qu'il soit en capacité d'avoir ces fameux soft skills, qui sont durables et qui sont, voilà, qui sont pas forcément facilement à acquérir.
Donc aujourd'hui, voilà le genre de questions que vous pouvez leur poser. Est-ce que votre job requiert de l'imagination ou des idées originales pour créer quelque chose? Donc ça peut être ça, ça peut être est-ce que vous devez conseiller des personnes? Ça, c'est un petit peu est-ce que la mission exige de la négociation? Pensez-vous être moins efficace qu'un robot? Donc voilà, c'est des questions que aujourd'hui le recruteur va devoir poser, si vous voulez, au futur candidat pour s'assurer que le candidat, il a bien finalement ces fameux soft skills qui vont être vraiment utiles à la prise de fonction. Et ce qui nous amène à dire que ce que le robot n'a pas encore, c'est la résolution de problèmes complexes, la créativité, le collaboratif, la souplesse cognitive et puis surtout l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc on va terminer sur une petite touche aussi, donc une petite vidéo. Je m'appelle Florian, j'ai 31 ans et je suis data scientist dans le groupe Altran Technologies. J'ai fait un master en génie industriel suivi d'un doctorat en génie industriel. Actuellement, mon poste, c'est d'être chef de projet de recherche. Le principal de mes tâches, c'est de m'assurer du déroulement des projets. Donc on travaille avec beaucoup d'ingénieurs. C'est d'être l'interface avec nos partenaires académiques et nos clients industriels pour m'assurer de la satisfaction de chacun par rapport au travail qu'on peut faire pour eux. Un data scientist, c'est une personne qui doit créer une nouvelle valeur à partir d'informations en lui appliquant plusieurs manipulations et transformations de données. Une machine, elle peut produire une quantité de données énorme et qu'est-ce qu'on va en faire de ces données? Qu'est-ce que ça va apporter? Alors soit on va réduire des coûts, soit on va réduire des consommations énergétiques, donc une empreinte positive pour la planète, soit on va la rendre plus rapide, soit on va diminuer le taux de panne. Donc il y a presque autant de possibilités que l'imaginaire le permet. Il y a ces deux côtés-là, exploiter la donnée qui existe déjà et créer des nouvelles façons de produire de la donnée. En un mot, le travail qu'on fait, c'est d'imaginer. On construit. On prend une problématique qui vient du monde de l'industrie et nous, on essaye de prendre de la hauteur, de casser le problème, de le déconstruire en toutes petites pièces et après, on va s'associer avec nos partenaires académiques et on va réfléchir ensemble à une approche un petit peu différente, avec un angle de vue un petit peu décalé de ce problème-là. Et donc on va utiliser la connaissance scientifique qui est disponible à ce sujet et on va essayer de reconstruire une nouvelle solution qui soit différente de celle qu'on pourrait avoir avec une approche d'ingénierie. Nos activités avec le milieu universitaire, c'est de les aider à aller tirer les problématiques industrielles puisque finalement eux qui travaillent sur du nouveau, de l'inconnu, ils sont aussi intéressés, ils sont aussi friands de ces contraintes industrielles. Et le retour d'ascenseur, c'est qu'avec eux, qui ont une très bonne connaissance de l'approche et de la méthodologie de recherche, ils viennent nous aider à trouver des solutions qui viennent du milieu de la recherche. Les outils qu'on a, c'est principalement nos cerveaux. On a tous les outils qu'ont forcément les chercheurs, c'est principalement la bibliographie scientifique qui est à notre disposition, l'échange avec les autres chercheurs. On va avoir des imprimantes 3D pour pouvoir faire du prototypage rapide de nos solutions quand on travaille sur de la robotique. Et après, on va avoir tout le kit, quelque part, d'outils de l'ingénieur dans son métier. Ça va être du design de composants électriques, de la puissance de calcul graphique, des infrastructures cloud. Comment je vois mon avenir? Riche. Riche parce que j'ai choisi de travailler dans un domaine de technologie qui est en perpétuel renouveau, en perpétuelle innovation. Je suis fier de me dire que au quotidien, avec les équipes qu'on a de recherche, on apporte tous les jours une petite pierre à l'édifice. Alors c'est sur des énergies renouvelables, c'est sur de la maîtrise énergétique, c'est pour trouver des solutions en e-santé. C'est quand même une grande satisfaction de pouvoir rêver d'un avenir meilleur. Pour conclure en tout cas cette présentation, ce qu'on peut vous proposer bien entendu, c'est aujourd'hui, si vous voulez aller beaucoup plus loin au niveau de ces études sur l'évolution des métiers, donc n'hésitez pas bien entendu à vous rapprocher de nous. Donc l'APEC aujourd'hui a mené des études pour mieux connaître les évolutions des métiers. De notre côté, au niveau de l'UDIMEC, bien entendu, nous avons des études également aussi sur l'évolution des métiers dans l'industrie. On a une connaissance assez fine de ce qui se fait au niveau de l'ISER. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur notre observatoire. Vous pouvez également aussi aller consulter donc l'étude Osons l'industrie que vous retrouvez sur l'industrie-du-futur.org. Voilà. Eh bien, merci mesdames.